Bonjour et bienvenue à cette nouvelle balado de l'OACQ qui porte cette fois-ci sur les protections offertes par la loi sur le courtage immobilier. Mon nom est Louis Beauchamp, je suis vice-président communication à l'OACQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi ma collègue, maître Claudie Tremblay. Je ne vais pas être trop dans le maître, je vais être Claudie, puisqu'on travaille ensemble, on se connaît bien, qui est vice-présidente exécutive affaires corporatives à l'OACQ. Claudie, c'est important, il y a beaucoup de protections qui sont offertes par la loi destinées au public. Peut-être à commencer d'abord, grosso modo, la loi. En gros, qu'est-ce que ça couvre exactement? Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, l'OACQ, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, est créé par une loi qui a été adoptée par le gouvernement en 2010. Ça s'appelle la loi sur le courtage immobilier. L'unique mission de l'OACQ est la protection du public. La protection du public se fait comment? Globalement, il faut retenir que ça se fait par l'encadrement du travail des courtiers immobiliers et des dirigeants d'agences immobilières, ce qui est prévu dans la loi et dans sa réglementation. Et l'OACQ relève du ministère des Finances. C'est lui qui a la responsabilité de cette loi, si je comprends bien. En fait, effectivement, c'est le gouvernement qui adopte les lois. Oui. Cette loi-là, elle émane du ministre des Finances. OK, parfait. Concrètement, là, quand on parle de l'OACQ, il se passe quoi à l'OACQ? Comment on applique cette loi-là? Comment on exécute, évidemment, ce mandat? Parce que c'est quand même un mandat extrêmement important. Comment ça se passe à l'OACQ? Ça se passe de plusieurs façons. En fait, je pourrais dire qu'il y a un volet prévention, puis un volet encadrement de l'industrie, un peu plus axé sur la discipline. Dans un premier temps, donc, les employés de l'OACQ, ce qu'ils font, bien sûr, c'est qu'ils vont s'assurer que les courtiers immobiliers, lorsqu'ils entrent dans l'industrie, détiennent la formation de base qui est nécessaire à l'obtention du permis. Ils sont soumis à un examen. Ils sont soumis à un examen de l'organisme qui est créé par l'organisme, qui est géré par l'organisme également. Une fois que son examen est passé, le titulaire de permis, la personne ou le candidat va à ce moment-là faire une demande de permis. Encore une fois, c'est bien réglementé, tous les critères pour pouvoir obtenir un permis de courtier immobilier. Par la suite, le courtier immobilier a des obligations dans la loi et dans les règlements. Et quelles sont ces obligations? Ben voilà. Ouais. Dans la déontologie, par exemple, oui. Il a des obligations de s'assurer de la vérification de l'information qu'il va transmettre et qu'il va obtenir, par exemple, lorsqu'il agit pour un vendeur. Il a des obligations de, bien sûr, s'assurer d'avoir un sens éthique très élevé, exact. Ne pas être en conflit d'intérêts, des obligations de conformité à travers tous ces agissements qu'il doit faire comme professionnel, que ce soit en regard des autres lois également, que ce soit la protection des renseignements personnels. Alors, il y a plusieurs lois. Il y a ce qu'on appelle aussi CANAF, la loi pour lutter contre le blanchiment d'argent. Exact. Alors, il y a des obligations également en regard de ça. Toutes les lois professionnelles ou les lois qui peuvent avoir un impact sur son travail doivent bien sûr être respectées. Alors, l'organisme, elle, ce que nous faisons à travers nos différentes directions, c'est vraiment de s'assurer que les courtiers exercent leur profession dans le respect des obligations issues de la loi sur le courtage immobilier. Donc, on voit bien tout l'encadrement qui touche les courtiers immobiliers. Ça fait partie des éléments qu'on met en place pour protéger le public. Oui. Mais il y a d'autres éléments aussi pour protéger le public. Quels sont ces éléments? Comment on protège le public? Bien. Comme organisme, c'est sûr que la protection du public vient aussi avec l'importance de fournir de l'information aux consommateurs, de s'assurer que le consommateur a les outils pour bien comprendre aussi une transaction immobilière. Par exemple, il y a des guides, il y a des articles sur notre site Internet, les guides d'acheteur, guides du vendeur. Il y a un service d'information téléphonique qui s'appelle Info OACQ.
Il y a également une agente virtuelle qui est à même notre site Internet qui s'appelle Élise, où est-ce que 24/7, les consommateurs, les titulaires de permis, courtiers, dirigeants d'agence peuvent poser leurs questions également. Alors, il y a un volet où est-ce que l'organisme s'assure que le consommateur est bien informé, évidemment, des risques ou des éléments qui sont dans une transaction immobilière, mais également de ses protections. Ouais. Puis, est bien informé aussi de la façon dont, le cas échéant, il peut faire valider son dossier ou porter plainte si il y a une situation qui tourne moins bien. Et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, toute la notion de prêter assistance au public. Quand on appelle Info CQ, c'est souvent pour demander assistance. Ça veut dire quoi, ça, exactement, de l'assistance qu'on offre au public? Bon, la porte d'entrée, généralement, c'est le centre d'appel Info CQ. Ouais. Le consommateur qui a une question, mais qui veut, effectivement, comme on dit souvent, porter plainte là, ou faire regarder son dossier, va faire ce qu'on appelle une demande d'assistance. Le service, il y a un service d'assistance. Comment se fait une demande d'assistance? C'est par le biais d'un formulaire qui est sur le site. Exact, oaciq.com. Voilà. Le centre d'appel aussi, les agents au centre d'appel, centre d'information, peuvent aider le consommateur aussi à compléter sa demande d'assistance. Okay. C'est rendu, après ça, c'est transmis au service d'assistance. Rendu au service d'assistance, il y a des analystes qui vont regarder le cas. Regardez également quelle est la meilleure façon ou quel traitement doit être accordé à la situation propre qui est exposée. C'est un peu le parcours qu'on va donner à cette demande-là. Exact. Et bien sûr, va s'assurer que le demandeur d'assistance, le consommateur par exemple, va fournir l'ensemble de la documentation pour soutenir sa demande. Là, on aura besoin, bien sûr, des documents comme promesse d'achat, contrat de courtage, bref, tous les documents de transaction. Les courriels d'échange qui ont pu y avoir entre le courtier et d'autres parties, le cas échéant. Exact. OK. Bon, je vois que l'assistance peut prendre différents parcours. Oui. Il arrive des moments où on peut aller jusqu'à une enquête. Oui. OK. Oui. Comment ça fonctionne, une enquête? Là? Ça commence à être du sérieux, là. Ça commence à être du sérieux. Oui. Le service d'assistance, comme je le mentionnais tout à l'heure, il va déterminer quel traitement le plus approprié et doit être accordé à la situation. Il peut arriver des situations qui sont plus rares, mais où est-ce que effectivement l'analyste va juger que ça doit être transmis au département du syndic. OK. Et là, le syndic, ce sont des syndics, des enquêteurs qui vont vraiment faire une enquête sur la situation et pour déterminer, en fait, l'objectif, c'est est-ce que le courtier immobilier a commis une infraction déontologique en vertu de la loi sur le courtage immobilier par rapport à ses obligations. Et donc, il va recueillir la preuve lors de l'enquête. Le syndic adjoint ou l'enquêteur va recueillir la preuve. Puis, une fois que la preuve est recueillie, bien, et s'il constate qu'il y a une infraction qui a pu être commise, bien là, il y aura une rédaction d'une plainte disciplinaire contre le courtier immobilier impliqué. Donc, OK. Et là, on se retrouve devant, quand on arrive à cette étape, on se retrouve, il y a une plainte et tout ça, puis il y a un comité de discipline, comme on retrouve un peu dans... ça s'apparente un peu aux ordres professionnels, syndic, comité de discipline. Comment ça fonctionne? Ça? Il y a des parallèles à faire, bien sûr, dans le système professionnel québécois. Le comité de discipline de l'OACQ, c'est un comité décisionnel indépendant de l'organisme. Dans un premier temps, c'est important de bien être conscient de cela. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un peu comme un tribunal. On pourrait faire le même parallèle qu'un tribunal. Il y a deux audiences, sans rentrer dans les détails, puisque le site Internet,
quand même de l'OACQ va vraiment informer de toutes les étapes là, précises. Audience sur sanction, ensuite audience sur la décision sur la sanction, la culpabilité en premier, la sanction en deuxième. Alors, tout ça est bien documenté là, sur notre site Internet, mais il y a un processus qui est réglementé et qui est indépendant. Et chaque partie va se faire entendre, c'est-à-dire la partie qui se défend, l'autre, évidemment, la partie plaignante, là, en l'occurrence, qui est, dans notre cas, c'est le syndic, par exemple, qui fait ce travail-là. Il va y avoir le dépôt de preuves documentaires, il va y avoir des témoignages, il va y avoir tous ces éléments-là pour statuer, est-ce qu'il y a la preuve démontrant que le courtier immobilier a effectivement enfreint ses obligations déontologiques. Il y a des mécanismes de protection aussi qui existent. C'est-à-dire que je comprends. Puis là, vous allez m'expliquer. Tu vas m'expliquer ça plutôt. Tu vas m'expliquer un petit peu la différence entre les deux parce qu'on entend souvent fonds d'assurance responsabilité, fonds d'indemnisation. Je pense que c'est important de faire la distinction. C'est pas toujours clair dans l'œil du public. Alors, commençons par le fonds d'assurance. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon. C'est important de faire ces distinctions-là, parce que là, on vient de couvrir tout à l'heure le volet disciplinaire. Là, il peut y avoir des dédommagements, par exemple, pour des victimes. Bon, s'il y a une faute disciplinaire, il peut y avoir aussi une faute professionnelle. Et là, c'est là que, quand tout à l'heure, je parlais de l'analyste, il va déterminer quel traitement qui peut être accordé et parfois même un dossier peut donner lieu à plusieurs interventions. OK. Alors, on peut en avoir une faute disciplinaire, peut donner lieu aussi à parfois un dédommagement parce qu'il y a eu une faute professionnelle qui a engendré soit un dommage financier ou une perte financière. Alors là, il y a le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle qui est en place, qui s'assure que le courtier immobilier a, si on veut, le patrimoine, les fonds nécessaires pour dédommager le consommateur qui, dû à la faute du courtier, soit son erreur, ou une négligence, une omission involontaire. On parle ici d'une situation où le courtier... Une erreur est possible. A commis une erreur involontaire. Bien, il y a quand même cette erreur-là ou cette faute-là a pu créer certains dommages. Et c'est là où est-ce que le fonds d'assurance va regarder aussi le cas et pourrait convenir que effectivement le courtier immobilier, dans ce cas-ci, s'est trompé et il y a un dédommagement qui doit être c'est ça, fait. C'est que son erreur a pu entraîner des conséquences, comme tu le disais, là, financières, qui fait en sorte que le fonds d'assurance... Et je comprends que les titulaires de permis sont obligés, évidemment, de souscrire à cette assurance-là. Je pense que ça vient avec les conditions de permis. Ils sont obligés de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle. Comme pour exercer en courtage immobilier au Québec, on est obligé d'avoir un permis délivré par l'organisme. Et le fonds d'assurance fait partie de l'organisme. Il est intégré à l'organisme. OK, ça, c'est intéressant. Mais là, il y a le fonds, le FICI, qu'on appelle, c'est un peu jargon, mais le fonds d'indemnisation. C'est quoi la distinction entre les deux? C'est quoi je ne suis pas sûr de bien comprendre la distinction. Ça peut être complexe, effectivement. Je reviens avec mon analyste qui a regardé le cas. Exact. Il peut y avoir un cas disciplinaire, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Puis, ça peut engendrer aussi une demande d'indemnisation pour les cas de fraude. Là, on est vraiment plus dans des cas très rares, mais des cas de fraude, opération malhonnête, détournement de fonds. Dans un cas comme celui-là, il y a un élément intentionnel. Le titulaire de permis, le courtier immobilier, volontairement a agi dans le but de s'approprier des fonds, frauder, opération malhonnête ou ne pas avoir donné toute l'information dans un but d'y retirer un certain avantage. Et encore là, c'est des situations qui sont analysées par l'OACQ et les décisions sont prises par un comité d'indemnisation qui aussi est un comité indépendant, comme le comité de discipline de tout à l'heure. OK, d'accord. Le comité d'indemnisation du courtage immobilier est indépendant et va déterminer si on a la preuve suffisante pour démontrer que le courtier a effectivement intentionnellement
commis cette fraude ou commis cette... Et ça se passe parce que, bon, quand on arrive dans un cas comme celui-là, encore une fois, c'est passé par le comité de discipline. Est-ce qu'il y a eu, à ce moment-là, il y a eu, par exemple, une preuve de culpabilité qui a été faite devant le comité de discipline, une sanction? Et là, il y a quoi? C'est une autre instance qui doit entendre le dossier en parallèle ou après? Je pense que c'est important de distinguer ça. C'est important. En même temps, faut faire cette distinction-là, mais souvent, lorsqu'il y a eu une faute disciplinaire qui a démontré qu'il y avait eu, par exemple, une fraude, exact. Bien, le cas va être aussi analysé devant le comité d'indemnisation pour voir si cette fraude-là a généré vraiment une perte financière, parce qu'il faut prouver le dommage. Ouais. Et c'est là où est-ce que c'est important que le consommateur sache que lorsqu'il fait une demande d'assistance, il faut aussi être en mesure de prouver qu'il y a eu un dommage. Donc, la preuve documentaire, fournir toute l'information à l'organisme est crucial pour qu'il puisse y avoir une étude de cas vraiment sérieuse, puis que la preuve soit vraiment solide. Est-ce qu'en termes de dédommagement, il y a un maximum ou il n'y a pas de maximum? En matière d'indemnisation au niveau des fraudes, c'est 100 000 $ par réclamation. Ah, d'accord. Depuis 2018. OK, parfait, excellent. Oui. Quels sont les types de plaintes qu'on retrouve le plus souvent, ou erreurs? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus? Là? Alors, si on parle de plaintes disciplinaires pures, c'est-à-dire une fois qu'ils ont passé à travers tout le processus d'enquête, là, et on est rendu devant le comité de discipline, les plaintes, les chefs d'accusation, si on veut, ou les chefs au niveau de la plainte, vont porter souvent sur les obligations de conseil, parce que le courtier doit conseiller ses clients, et le client juge qu'il n'a pas été bien conseillé, puis que la preuve a démontré qu'effectivement, le conseil n'était pas approprié, ou le client n'a pas reçu le conseil qu'il devait recevoir. Les obligations de vérification d'informations. Des cas aussi qui sont tristes, mais de situations de conflit d'intérêts où le courtier immobilier a mis ses intérêts de l'avant au détriment, si on veut, des intérêts de ses clients. Alors, c'est des situations qui vont être apportées devant le comité de discipline. On le voit bien, exercer le courtage immobilier, ça vient avec de grandes responsabilités. Ça vient avec de grandes responsabilités pour une transaction qui est une des plus importantes dans la vie du consommateur. Exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a tout ce volet d'encadrement, de formation préalable, de formation continue. On pourra peut-être y revenir, mais de formation continue. C'est exactement là que je m'en allais. C'est dans le fond, c'est comme ça vient avec de grandes responsabilités, puis que aussi, c'est un domaine qui est en constante évolution. Donc, ça suppose de suivre un programme de formation, j'imagine, comment ça fonctionne exactement, formation continue? On a évidemment, une fois qu'on est titulaire de permis, puis comme tu viens de le mentionner, les transactions immobilières se sont, je vais le dire, complexifiées au fil des ans. Les lois changent, il y a de plus en plus d'exigences. Alors, les courtiers immobiliers doivent toujours demeurer à jour dans leurs connaissances, puis dans leurs compétences, puis adapter et gérer ce changement-là dans leur comportement professionnel. Comment on y arrive? Bien, il faut déterminer justement en fonction de ce qu'on peut capter comme modification des lois, modification, l'évolution des paramètres de l'économie, de la société, comment est-ce qu'on devrait mieux accompagner les clients. Alors, l'organisme a quand même plusieurs possibilités de valider c'est où les risques que le courtier ne soit pas à jour. Et là, va créer un programme de formation continue obligatoire. Donc, c'est l'OACQ qui détermine ce programme-là, qui établit les priorités. Oui, et c'est prévu dans la réglementation, bien sûr. Va déterminer les sujets sur lesquels les courtiers doivent se former, les produits de formation qui sont obligatoires. Il y a des formations également au choix en fonction du champ d'exercice ou du champ de pratique du courtier immobilier, parce qu'il y a du résidentiel, il y a du commercial également, il y a les dirigeants d'agence. Alors, chaque profil, si on veut,
ont des formations qui sont dédiées à leur champ de pratique. Ils ont l'équivalent, si on veut, de 20 heures de formation à faire sur un cycle de 2 ans. Et le titulaire de permis qui n'a pas respecté ses obligations de suivre ces formations-là voit son permis suspendu jusqu'à ce qu'il puisse évidemment démontrer qu'il a respecté là, ses obligations. Et quand il est suspendu, il ne peut plus exercer l'activité de courtier. Est-ce qu'il y a d'autres façons, c'est-à-dire comment s'exerce un peu cette protection du public, d'autres éléments qui entrent en ligne de compte où ça fait pas mal le tour de ce qu'on a comme outil, dans le fond? Je dirais qu'il y a quand même, ce que peut-être le consommateur ne voit pas, c'est l'encadrement qui est fait en prévention, comme par exemple l'inspection. Alors, à l'OACQ, il y a des employés qui inspectent les agences immobilières, inspectent les transactions immobilières également, inspectent donc le travail des courtiers immobiliers. Par la suite, font rapport, font des recommandations. Il peut y avoir des engagements de suivre des formations. Il peut y avoir même, ça peut aller jusqu'en discipline suite à une inspection si jamais un inspecteur considère, et non pas un enquêteur, c'est deux choses différentes, considère que, il y a possibilité d'une infraction. L'inspection, c'est en amont, finalement. L'inspection, c'est un outil de prévention qui est plus dans l'accompagnement pour s'assurer que le courtier immobilier puis que le dirigeant d'agence respecte la loi et surtout que l'agence immobilière, avec son dirigeant d'agence, a mis tout en place pour s'assurer que la conformité puisse être exercée correctement au sein de l'agence et que la supervision soit adéquate pour le courtier également, parce que le dirigeant d'agence a des obligations de supervision face à son courtier et le courtier immobilier a des obligations, bien sûr, déontologiques et de conformité en lien avec la loi. Et le service d'inspection, en fonction d'une gestion de risque, je ne rentrerai pas dans les détails, bien sûr, là, parce que ça serait trop long, mais il reste quand même que le service d'inspection va s'assurer d'inspecter les éléments les plus probants qui ont une valeur ajoutée. Autre chose à ajouter qu'on n'aurait peut-être pas couvert à ce moment-ci? On a parlé de formation continue, de formation de base, on a parlé d'encadrement au niveau de l'inspection, au niveau des enquêtes, du fonds d'assurance, fonds d'indemnisation. On a pas mal... je dirais qu'on a pas mal fait le tour. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses. C'est sûr que je pense qu'il ne faut pas oublier, puis là, bien, on est vraiment plus dans, j'aime l'expression dans ton magasin de bonbons, là, mais toute l'application, toute l'information qu'on transmet aux titulaires de permis également, puis les outils qu'on donne et au public également. Bien, c'est ça. Ce qu'on fait exactement aussi, c'est que d'abord, on communique chaque semaine auprès des courtiers avec une infolettre où c'est l'occasion de rappeler des éléments par rapport aux obligations, de les informer sur ce qui se passe. Aussi, bien, un constat qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé le public et puis on a constaté qu'ils ne se sentaient pas toujours suffisamment bien outillés. 6 sur 10 nous ont dit que c'est quand même... Ils ne sont pas sûrs d'avoir toutes les connaissances nécessaires. C'est pour ça, d'ailleurs, puis je pourrais conclure là-dessus, c'est dans le fond, c'est qu'on a des outils de communication, on a notre site web oacq.com. Vous allez trouver là-dedans, Claudie en parlait justement du guide du vendeur, du guide de l'acheteur, mais également notre agente conversationnelle qu'on appelle affectueusement Élise, à qui vous pouvez déposer des questions. Puis on a notre centre info. Appelez-nous si vous avez besoin de quelque chose, une question. Écoutez, j'espère que ces informations vous ont été utiles. Claudie, merci beaucoup. Ça m'a paru très limpide d'ailleurs. Merci beaucoup. Bien, merci. Puis peut-être aussi au niveau du site web. Vas-y. Qui est tout à fait nouveau. Je ne sais pas si on va le mentionner. Tout à fait. Il y avait la section « Vos protections » pour le public, grand public. Il y a une section grand public et vous avez vos protections. C'est ça. Et là, en plus, vous pouvez avoir même les spécimens de formulaires de contrat. Donc, si vous voulez à l'avance prendre connaissance des contrats d'une transaction immobilière, ça peut être des outils vraiment intéressants. On a rendu, puis on fait, ce qu'on fait actuellement, là, c'est-à-dire parler directement par le biais d'une balado, bien, ça fait partie des outils, des campagnes de sensibilisation, évidemment, qu'on déploie aussi année après année. Et ce qui fait que, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus à nous connaître et on l'apprécie beaucoup. Merci. Merci de votre attention. Et puis, à une prochaine. Bonne fin de journée.